Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Affranchis, le podcast des audacieux qui osent bâtir leur propre modèle de réussite. Je suis Laetitia et je serai ton hôte. Entrepreneur, visionnaire ambitieuse et implacablement libre, je guide les bâtisseurs atypiques, les parents ambitieux et les esprits libres pour transformer leur vie en véritable œuvre d'art. Si tu veux bâtir une vie où beauté, simplicité et ambition se rencontrent pour laisser un héritage puissant pour toi, tes enfants et le collectif, alors tu es au bon endroit. Plonge dans cet épisode une dose d'inspiration, une claque d'audace et peut-être le déclic. Voilà, bonjour à tous. On est avec Laetitia Martos aujourd'hui, qui a eu la grande gentillesse de répondre à mon appel. Pour donner un petit peu de contexte, je traverse, merci à toi, je traversais une fin d'année difficile dans aussi bien business que personnel. J'ai atteint une fatigue très 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 forte au point où quand j'allais à un rendez-vous découverte, je me mettais à trembler, j'avais le cœur qui battait à toute vitesse. Enfin, voilà, c'était un cauchemar et j'ai été arrêtée plus ou moins de force. Et ça m'a donné l'occasion de faire un peu d'introspection et de comprendre que là, j'étais pas du tout alignée. Ça n'allait pas et que si je continuais comme ça, je fonçais dans le mur. Donc, ça a été une vraie révélation, en fait, déjà de me forcer à m'arrêter. D'avoir le courage de me forcer à m'arrêter parce que sur le coup, c'est mais qu'est-ce que je fais de mes clients, mais qu'est-ce qu'ils vont dire, mais comment ça va se passer, mais ils vont être tout seuls, syndrome du sauveur qui débarque comme si j'étais la seule solution au monde pour eux. Voilà. Et finalement, ça s'est fait très en douceur, avec beaucoup d'amour, d'acceptation de la part de tous mes clients. Je les remercie au passage parce que ça a été vraiment incroyable et je ne m'attendais pas du tout à ça. Et puis, ça a été donc un vrai retour à qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'ai envie de faire. J'ai du temps. Waouh, j'ai du temps. Qu'est-ce que je fais? Donc, je me suis remise dans la peinture, je me suis remise dans plein de choses qui allument mon cœur. Et petit à petit, ça m'a permis de comprendre, en me connectant plutôt donc à mes passions. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est univers imaginaire. Et je suis tombée sur un animé, un manga qui s'appelle La période bleue, Blue Period. Et c'est exactement ça. C'est ce jeune étudiant qui a tout pour réussir, qui bosse beaucoup, tout va bien, sauf qu'il est dans une espèce de roue de hamster. Il fait tout pour les autres et puis il fait face à un tableau magnifique peint par une élève. Et là, il se dit « Waouh, c'est fou !» Et là, il se découvre un amour pour l'art et ça change complètement sa perspective. Et donc, c'est tout cet apprentissage de retour à soi, en fait. En fait, une prof lui dit « Mais qu'est-ce que tu aimes ?» Et du coup, il va se poser cette question, qu'est-ce que j'aime? Et c'est cette exploration. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça. Je suis dans ma période bleue. Je suis en train de me demander, mais pourtant, je croyais que je le savais. Mais non, finalement, il faut que je me demande ce que j'aime, qu'est-ce que j'ai envie de faire sans ces contraintes que tous les entrepreneurs rencontrent de « Ouais, mais il faut faire de l'argent. Ouais, mais t'es en survie. Ouais, mais il y a ci, il y a ça. » Et toutes ces injonctions. Et sur ce chemin-là, je tombe sur la newsletter de Laetitia. Enfin, je lis, comme souvent, la newsletter de Laetitia. Et encore une fois, je me dis, waouh, mais Laetitia, elle a déjà ce truc, sa période bleue, elle l'a passée il y a longtemps, elle est tellement inspirante là-dedans. Et du coup, je t'ai envoyé un message totalement out of the blue, comme on dit. Et à ma grande surprise, tu as répondu positivement. Donc, je te remercie vraiment beaucoup. Et puis, ma première question, ce serait, est-ce que toi, tu as traversé une période bleue comme ça? Et c'était quand? Et si tu peux nous en dire plus. J'aurais aimé, Claire, te dire que non et que pas du tout, que je suis quelqu'un d'extraordinaire, mais pas du tout. Je l'ai traversé. Moi, j'ai travaillé dans un grand groupe américain qui s'appelle Apple et que les gens connaissent généralement. Et où, et moi, j'étais toute ma nature de top performer. Il n'y a que des mots en anglais d'ailleurs pour désigner ça. C'est intéressant. De high achiever, les statistiques, les performances et machins étaient décuplés par l'esprit de l'entreprise qui attendait ça des salariés. Et moi, j'étais comme un poisson dans l'eau, quoi. Et un jour, j'avais senti quand même que j'avais moins de motivation, donc j'avais commencé à regarder. On était extrêmement bien payés, on était jeunes,
il n'y avait pas de taxe en Irlande, qui est un semi-paradis fiscal, puisque je travaille en Irlande. Et puis, on avait toute cette aura de l'expat qui gagne bien sa vie. On allait à Londres pour le week-end. C'était la grande vie, quoi. Et là, quand je regardais ailleurs, je me disais, ah ouais, non, mais en fait, gagner 2 fois moins pour faire un truc qui me fait chier. Et puis là, je bossais pour Apple. Alors, quand tu dis en plus que tu bosses pour Apple, que tu es expat, non, mais tu vois, le tableau idéal, personne ne me demandait jamais ce que je faisais pour Apple. Tu vois, s'il faut, je faisais le ménage ou j'étais patron. Personne ne me demandait jamais rien. Mais ça faisait bien, tu vois. Et en fait, j'avais senti comme ça que ça déclinait. Et un jour, j'ai pas pu me lever. C'était physique. Et je commençais le travail à 11h30. Donc, tu vois, c'était pas une question de fatigue, tu vois, tu te lèves, c'est dur, c'est 7 heures, tu vois. Non, non, je commençais la journée à 11h30. Et là, je me souviens me dire, je ne peux pas aller à la douche. J'habitais pas un château, hein. Donc, la douche était pas loin et je ne pouvais pas aller à la douche. Et là, je me suis dit, non, mais en fait, il faut que ça s'arrête. Faut... Voilà. Alors, à l'époque, c'était il y a un petit moment. Donc, on devait être en 2011, par là, 2012. Et il n'y avait pas tout ce qu'on raconte sur le burn-out, voilà. Et puis, on est en Irlande, donc il y a une autre vision de la santé mentale. Et là, je me dis, non, mais en fait, en gros, si j'ai plus le corps physique, tout ça là, j'ai plus rien. J'ai, je peux pas faire ça, en fait, c'est pas possible. Et du coup, là, j'ai dit à mon conjoint, j'en parlais quand même depuis quelques temps, j'ai dit, ben, je pars. Voilà, là, stop, quoi. On arrête. Je sais pas où je vais après, c'est ce que tu racontais. Je ne sais pas ce qu'il y a après, mais ce qui est sûr, c'est que ça, c'est plus possible. Voilà. Et ça a été un de mes premiers sauts de foi, c'est-à-dire savoir qu'on quitte quelque chose sans avoir aucune idée de ce qui se passe après. Et en fait, depuis, je vis ma vie comme ça, pour tout. Et du coup, les gens me disent, mais ta vie, c'est un miracle. Et en fait, j'ai découvert grâce à ça qu'on est le miracle. Et que du coup, vu qu'on est le miracle, il y a un truc très, très rassurant, c'est que je crois que l'univers, Dieu, les guides, chacun son vocabulaire, ne nous envoie pas du tout des tests. Je ne crois pas que ce soit un machin mesquin, tu vois. Alors, on va voir. Pas du tout. Je crois plutôt que c'est comme un espèce de catalogue et que ça te présente plutôt des opportunités en fonction de qui tu as dit que tu étais. Ok. Tu racontes que tu es cette personne, mais ok, tiens, je te donne l'opportunité de choisir. Et voilà. Après, toi, tu es libre, hein. Tu choisis pas, c'est ta décision. Et, et le miracle, pour moi, c'est ça, c'est d'arriver à vous saisir ces opportunités et surtout à leur dire oui sans avoir aucune idée de ce qui se présente derrière. Et ça demande, je déteste toujours le mot lâcher prise parce qu'on a l'impression qu'on doit se détacher de... C'est horrible. Alors surtout quand on adore la performance, le contrôle, le machin, non mais lâcher prise. Et les gens, ils te disent, t'as qu'à lâcher prise. Et t'es comme, mais non, je sais tout ce que je veux pas. Je veux pas lâcher prise. Et c'est plutôt se dire, je vais sauter et le parachute va se construire pendant la chute. Et donc, je lâche pas du tout prise, hein, parce que j'attends, hein, mais je saute quand même. Et ça, c'est vraiment un moment que j'ai vécu. Et tu vois, même quand j'en parle, je sens où ça s'est passé. Le corps a ses propres mémoires. Et surtout, ce que je me suis dit, c'est plus possible d'avoir poussé jusque-là. En fait, c'est complètement débile. Tu vois, ça n'a aucune utilité, ni pour moi, ni pour les autres. Ce n'est pas utile. Et je pense que c'est un des grands dangers des gens qui aiment la performance. Et ce qui nous fait nous sortir de ça, je pense qu'il y a une seule réponse, et tu l'as déjà donnée, c'est l'art.
Et ça, enfin, j'aimerais dire qu'il y a un secret bien gardé pour sortir de ces situations, mais la seule réponse, c'est l'art. Et, et à chacun après de trouver qu'est-ce que ça veut dire l'art, parce que ça peut être effectivement l'art classique, la peinture, la musique, voilà, mais il y a d'autres types d'art. Et, et c'est de trouver son juste. Et ça veut dire que ben là, il faut se construire un atelier d'artiste. Et là, il faut essayer. Et là, c'est très euh, matière, quoi. Et ça, c'est bon, ça. Tellement. Je trouve ça super intéressant, tu vois, parce que du coup, je me suis intéressée à pas mal de profils comme ça. Et ça rejoint ce que tu dis, ça rejoint ce que j'ai vécu et ressenti. Il y a vraiment ces phases. Il y a une première phase descendante, on la sent, on le sait. Mais on est encore dans ce truc de se raccrocher à la sécurité. Ouais, ouais. C'est le singe qui se couvre les oreilles, les yeux, la bouche. Donc, on reste là-dedans. On sait que c'est en train de se casser la figure, mais on se dit non, mais ça va remonter, je vais trouver quelque chose. Et puis, on est là à chercher des solutions et on s'épuise encore plus au passage. Et ensuite, c'est le corps. Et là, le réveil du corps, moi, je n'ai pas atteint le point où je n'ai pas réussi à me lever, mais c'était déjà pas mal. Tu vois, aller en rendez-vous en tremblant et faire bonne figure, c'était pas top non plus. Et puis ensuite, effectivement, il y a un moment, il n'y a plus d'autre choix que c'est de lâcher, quoi, parce que sinon, c'est une forme de mort, en fait, derrière. Exactement. Mais tu sais, ça, je pense que vraiment dans l'éducation qu'on a reçue et du coup l'éducation qu'on donne potentiellement, quand je dis à nos enfants, c'est pas ce qu'on fabrique, c'est ce qui passe après nous ou ceux qui sont à côté de nous, parce qu'on donne autant d'éducation. Tu vois, hier, je parlais avec une amie et elle me disait, non, mais en fait, qui a 10 ans de plus que moi, et par rapport à un saut de foi que je suis en train de faire maintenant, et elle me disait, non, mais avec toi, je découvre un monde. Donc, quand moi je dis nos enfants, c'est ceux qui nous regardent agir. Et je pense que dans l'éducation que nous, notre génération, on a reçue, on a des petites phrases de aller jusqu'au bout. Oui. Alors, aller jusqu'au bout, ben, le bout, c'est quoi? C'est la mort, du coup. Ben, du coup, on le fait. On le fait vachement bien. On va jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, c'est quand le corps, il peut plus. Oui, voilà. Et il y a vraiment ce sentiment de, comme tu dis, moi, j'avais l'impression que j'avais à l'intérieur de moi une petite flamme et qu'elle était de plus en plus atténuée. Et moi, je sais que pour les gens, je représente la joie, la pétillance. Je le sais parce que j'ai 40 ans, donc tout le monde me le dit. Donc, moi, je ne le vois pas, évidemment. Et là, par contre, ça, je le sentais. Je sentais que cette petite flamme, elle était de plus en plus petite et de plus en plus petite. Et je me suis dit, mais si elle s'éteint, je ne sais pas la rallumer. Et tu vois, moi, j'ai la chance d'élever un enfant que j'ai fabriqué moi-même. Et ça, je l'ai déjà vu chez elle. Et pour moi, la vie consiste, soit quand on est parent, soit quand on s'occupe de soi-même, à maintenir la flamme. Et, et quand on est amoureux, quand on est machin, on se dit, on peut être dépendant de quelqu'un d'autre à l'extérieur qui pourrait nourrir cette flamme, mais non, hein, c'est pas ça que je dis. C'est qu'on est vraiment responsable de maintenir cette petite flamme là, vraiment bien folle et vivante. Et quand on a des enfants qui nous appartiennent, on doit maintenir la leur avec leurs critères à eux. Et je pense que ça s'appelle la vie, en fait. Ouais. Tout à fait. Voilà. Effectivement, et dans l'éducation, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Moi, comme toi, j'ai fait école à la maison pendant un long moment. Parce que justement, il y a ces injonctions beaucoup à aller au bout, comme tu dis. Et moi, je l'ai vu même chez le père de mes enfants, où il voulait absolument que son fils fasse une activité jusqu'à la fin de l'année. Alors que mon fils testait, il faisait des choses, tu vois, il a testé l'arc, il a testé plein d'autres trucs, et il arrêtait. Et mais ça le rendait dingue, son père. Et je disais, mais en fait, il explore, laisse-le, enfin, c'est normal qu'il arrête. Alors oui, on met de l'argent, c'est engagé pour l'année, c'est embêtant. Mais il y a un moment, c'est vital aussi que l'enfant comprenne que en fait, il peut être là pour tester, aventurer et pas être forcément à devoir s'engager jusqu'au bout. Ouais. Et ça, c'est important. Et je pense qu'en tant que femme aujourd'hui, les problématiques sociétales dont on entend parler, c'est aussi ça. C'est le revers d'aller jusqu'au bout.
Et je pense que alors souvent je dis ça, je dis vu que j'élève une fille, mais en fait ça marche très bien quand on dit vu que j'élève un garçon, mais comme je te dis, moi j'ai pas d'expérience pour élever un garçon, donc je fais avec ce que j'ai. Et c'est très important de ne pas aller jusqu'au bout dans bien des situations. Oui. Justement parce que de dire, en fait, je croyais que ça me plaisait. Alors, quand on a 6 ans, c'est le judo, le foot et l'arc. Quand on en a 18, ça peut être d'autres problématiques aussi, de se dire, je pensais vouloir avoir cette relation avec cette personne. Je me retrouve là, aux portes du truc. Non, en fait, je n'ai pas du tout envie. Mais si depuis toujours, on doit finir l'activité, finir son assiette, aller au bout d'eux, et du coup, là, il faut bien aller au bout. Et je pense vraiment qu'on a ce rôle-là par rapport à nos enfants qui puissent explorer et surtout avoir la capacité, l'indépendance, l'autonomie d'alimenter sa propre flamme. Et nous, on ne peut pas se dire je vais alimenter la flamme de mes enfants sans d'abord le faire. Et souvent, moi, je dis, je me souviens quand j'ai pris l'avion pour la première fois, il y a le truc des masques, là, tu sais, la sécurité, et on te dit, tu mets ton masque en premier avant de mettre ça à tes enfants. Et j'avais trouvé ça, mais contre nature. Quand j'avais vu ça, je m'étais dit, mais moi, si on ne me l'avait pas dit, jamais j'aurais fait ça. J'aurais mis d'abord à un enfant et après à moi. Et en fait, effectivement, ça fait sens que si toi, tu es complètement parti, tu peux pas aider quelqu'un d'autre. Ça fait totalement sens. Mais cela dit, moi, ça m'avait vraiment percuté de me dire, naturellement, j'aurais pas fait comme ça. Et je pense que la maternité, puisqu'on est entre femmes aujourd'hui, c'est vraiment ce truc de donner tellement à l'autre que peut-être on donne à l'autre, notamment à l'enfant avant, alors que réellement, l'enfant, il a besoin de modèles d'exemplarité par rapport à ça. Et l'exemplarité qu'on peut leur donner avant même de s'occuper d'eux, c'est déjà de s'occuper de nous. Et moi, j'ai fait le choix de ne plus travailler, donc avec tout ce que ça comporte, et notamment pour être un modèle pour mon enfant, où quand je lui dis, bon, là, écoute, là, je vais dans la chambre, je fais une vidéo, mais je veux pas qu'elle entende, oh putain, ouais, là, il faut que je fasse un live, ça me fait chier. Putain. Ah bah oui, parce que sinon, elle va croire que c'est vraiment très normal de s'embêter la vie. Et surtout que moi, je gagne bien ma vie. Mais en fait, je pourrais faire la même chose sans avoir de résultat. C'est pas les actions que je fais qui font que j'ai du résultat. C'est pas lié, ces deux choses. Donc, imaginons qu'elle capte que non seulement le travail, c'est chiant, qu'on travaille beaucoup pour rien gagner, hein, il n'y a aucun intérêt. Et du coup, je pense que c'est vraiment très important qu'on sache alimenter notre petite flamme pour avoir cette discussion avec nos enfants et dire, écoute, voilà comment moi je l'alimente. Et voilà comment moi je peux être disponible pour toi, mais sachant que c'est à toi de trouver comment toi tu vas l'alimenter. Et ça, c'est vraiment, on parle toujours d'héritage, qu'est-ce que nos enfants vont hériter, la maison, le machin. Mais oui, ça fait partie de l'héritage. Mais pour moi, le vrai héritage, c'est cette exemplarité qu'on a à maintenir la vie, surtout qu'elle change beaucoup quand on est une femme. Ouais. Et c'est se dire, ça me plaisait, ça me plaît plus. Et donc, ça s'appelle la vie, tu vois. Et le pommier, il fait des pommes en septembre, mais il ne les fait pas en janvier, tu vois. Et il se dit pas, putain, je devrais faire des pommes. Non, c'est le moment, il faut que je fasse des pommes. Non, en fait, il y a un temps pour tout. Alors, nous, c'est des saisonnalités sur une année, et parfois, c'est des saisonnalités sur un mois, parfois, c'est des saisonnalités sur 10 ans. Et c'est ce côté, pour moi, qui est vachement beau. C'est se dire, on n'est pas dans la nature, on est la nature. Et quand on est la nature, forcément, on est cyclique. Donc, ce qui nous convenait à un moment ne nous convient plus. Et c'est parfait. C'est suivant, quoi. C'est ça. Ça a l'air simple, hein, comme ça. Mais en vrai, je crois, souvent j'ai cette discussion, je crois que ça l'est. Je crois que c'est simple, mais pas toujours facile.
mais c'est simple par rapport à nous et ça peut être difficile par rapport à d'autres personnes ou ce qu'on croit de la société. Ouais. Et c'est pas la société, hein. Mmh. C'est ce qu'on croit de la société, ce qu'on croit que les gens vont regarder, voir. Moi, je me souviens, tu vois, quand j'ai vu ma petite sa petite flamme s'éteignait. Ouais. C'est une petite fille pleine de vie. J'ai une chance incroyable d'être sa maman. Et tout d'un coup, sa petite flamme s'est éteinte. Mais je dis, mais c'est pas possible. En fait, ça, c'est pas possible. Donc, ce qui est maintenant là n'est pas viable. Je ne sais pas ce qui est viable, mais pas ça en tout cas, c'est sûr. Et le contexte à ce moment-là, c'était l'école. Et elle ne se plaignait pas de l'école. Il n'y a pas de lien, elle était trop jeune. Voilà. Donc, le contexte ne convient pas, on sort. OK. Donc, on est sorti de l'école, on a commencé l'instruction en famille. Immédiatement, voilà, la flamme est revenue. Et je me souviens que son papa m'a dit, mais ton travail, c'est pas ton travail, c'est ce que tu aimes le plus faire au monde. Je ne veux pas que tu t'arrêtes de faire ça parce que ça fait partie de ton équilibre. Mmh. Et c'est vrai, il avait raison, hein. Mmh. Et en fait, je me souviens de me dire, OK, c'est vrai, mais qu'est-ce que vont dire mes clients? Parce que moi, j'avais des clients, j'étais déjà entrepreneur, j'avais mon business, et puis on comptait sur mon argent. C'est pas comme si j'avais un mari richissime, hein. Écoute, j'avais fait un mariage d'amour, qu'est-ce que tu veux, c'est con. J'aurais dû prendre un mec riche, mais non, c'était pas le cas. Et du coup, moi, mon revenu était nécessaire pour la vie de tous les jours. Et je me souviens lui dire, de toute façon, on va faire un premier. En premier, on fait la flamme, et après, on verra. Et je me souviens, je la sors de l'école, et le soir, j'appelle mes clients, et je leur dis, voilà, j'avais que des hommes, 100%. 100% d'hommes. Et je leur dis, ben voilà, je viens de sortir ma fille de l'école. Je ne voyais pas d'autre solution pour l'instant. J'en vois toujours pas, mais peut-être que ça va se décanter. Du coup, elle avait 3 ans et demi, hein. J'ai dit, ben, les appels, les machins à 3 heures de l'après-midi, c'est mort. Moi, j'ai un enfant qui dort pas, qui a jamais fait de sieste. Autant te dire que c'était pas possible de faire 1 heure d'appel à 3 heures de l'après-midi. Et là, chacun, leur tour. 3 hommes. 3 hommes papa, chefs d'entreprise, avec des très beaux résultats. Et chacun leur tour me disent, c'est le truc le plus génial que tu vas faire. Les trois me disent, putain, mais... Donc, ils avaient des enfants grands pour 2 d'entre eux. Et ils m'ont dit, mais Laetitia, on aurait rêvé à avoir le courage de faire ça pour nos enfants. Et ils m'ont dit, tu sais, les appels, qu'on les ait à 3 heures ou à 18 heures, en fait, ça ne change rien. Donc, on les mettra quand toi, ça t'ira. Et je me souviens raccrocher, avoir les larmes, tu vois, qui coulent sans pleurer et me dire, non, mais comment c'est possible? En fait, je suis bénie. Je m'étais à aucun moment, je n'avais pas mis leur acceptation dans la balance de mon choix. Hein, on est toujours dans le même processus. C'est je saute, donc j'ai déscolarisé et ensuite j'ai appelé. Et au téléphone, je leur ai dit, je comprends parfaitement si tu me dis que ça ne le fait pas et que tu vas vouloir travailler avec quelqu'un d'autre parce que toi, tu préfères avoir un environnement de travail un peu classique. Et non, en fait, non. Et pourtant, c'était des hommes. Donc, tu vois, il y avait tous les critères pour penser que ça n'aurait pas marché. Et le dernier client qui avait des enfants qui ont le même âge que ma fille, moi, je fais sans téléphone. J'ai jamais eu un business avec un téléphone parce que je déteste ce moyen de communication. Et donc, j'avais fait ce choix depuis toujours. Et je me souviens que ce client-là m'appelle. Et là, je me dis, non, mais s'il m'appelle, c'est que, en gros, il y a une urgence vitale. Il n'y a jamais personne qui m'appelle. Et là, je réponds. Il me dit, ben, je voulais que tu sois la première personne à savoir. On vient de déscolariser les enfants. Et tu vois, et c'est ça que j'appelle nos enfants. C'est-à-dire que, en fait, l'effet papillon se fait, bien entendu, sur les gens qu'on côtoie autour de nous tous les jours, mais en fait, il est tellement, tellement plus large. Ouais. Et c'est ça l'héritage. Et en gros, c'est faire ces sauts de foi, de se dire, de toute façon, ce qui est là ne convient pas, donc sautons.
Et, et moi, je n'ai pas été éduquée dans une famille avec une religion, avec de la spiritualité. J'ai aucune culture religieuse, mais je suis l'exemple même, justement, pour dire qu'avec la vie comme j'ai, il y a un truc plus grand qui existe, hein. On n'est pas tout seul. Et, et donc, c'est extrêmement rassurant. Ouais. Tellement. Et je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, en lien avec ce saut de la foi. Tu vois, moi, il y a ce paradoxe qui est toujours un petit peu piquant quand je dis à mes coachés, c'est quand je leur fais comprendre finalement, c'est que le mode dans lequel ils sont jusque-là, c'est un mode qui est égocentrique. Et ça, c'est dur parce qu'ils ont l'impression d'être au contraire très tournés vers les autres. Et tout à coup, ils commencent à réaliser que non, en fait, c'est parce qu'ils ont peur de ce qu'on va penser d'eux, peur de X, Y, Z, et que du coup, ils ont un mode très égocentrique. Et que sortir de ce mode pour aller vers je m'autorise à faire ce que moi je veux, ce que moi j'ai envie, c'est pas égocentrique du tout. Au contraire, c'est un mode qui est hyper généreux parce que en revenant à soi, à notre essence, on se met à voir les autres. Et plus à utiliser les autres alors qu'on pensait avant qu'on était généreux, mais non, il y avait une forme d'utilisation dans le rapport à l'autre. Et là, d'un seul coup, on devient vraiment une communauté, un groupe, et c'est là que ça change toute la dynamique. Bien sûr, bien sûr. Et j'aime bien la façon dont tu le dis, et c'est intéressant. Moi, c'est ce que... Moi, les gens qui viennent à moi, ils me disent, en fait, tu vis sans aucun compromis. C'est la même chose que ce que tu dis, tu vois. C'est-à-dire que je... dans compromis, il y a con, tu vois. Et en fait, c'est le truc où tout le monde perd. Tout le monde. Parce que tout le monde laisse un bout de soi là-dedans. Alors, les gens qui font des compromis, en général, quand je dis ça, tu vois, spécialement dans le couple, dans la famille, moi, je ne fais aucun compromis. Non pas parce que alors déjà, je veux pas, c'est une chose, mais je suis designée, câblée, fabriquée comme ça. Et du coup, ça donne un axe. C'est-à-dire que du coup, je peux être très élevée, mais aussi très, très terre à terre. Parce qu'en fait, ça bouge pas, quoi. En fait, je sais qui je suis, je sais ce que je veux. Ce que je veux, ça peut changer. Tu vois, ce matin, je disais à ma fille, on est dans un appartement ici à Ibiza qu'on loue. Donc nous, on a été propriétaires depuis toujours. C'est la première fois qu'on loue depuis des années. Et quand on est arrivé ici, il y avait une déco très jolie, très fine. Tu sens que tout a été pensé. Et il y a des coussins Hermès. Alors, il y a des coussins Hermès, il y a des dessus de lit Hermès. Là, il y a une pile de livres avec Prada, Dior, Chanel. Voilà. Quand je suis arrivée, c'est comme... Voilà. Donc déjà, j'ai pris tous les trucs Hermès, j'ai tout mis au placard, mais ça prenait la moitié des placards, déjà que c'est pas grand, voilà. Et puis un jour, j'ai dit non, mais ça nous prend trop de place, je dois les ressortir pour les mettre sur le canapé. Entre le moment où j'ai fait ça, il s'est passé quelques jours. Je te parle pas de 25 ans. Et ce matin, je remettais le canapé, tu vois. Et je disais à ma fille, tu vois, j'aime bien quand même. J'aime bien sur le canapé voir des coussins Hermès. C'est quand même beau. Et c'est cette capacité à se dire, à ne pas s'enfermer dans nos propres narratifs, dans nos propres petites histoires qu'on se raconte, hein. Moi, par exemple, tu vois, je trouve ça bien de sauvegarder la planète. Voilà, je trouve ça super. Donc, voilà, moi, j'achète tout de seconde main. Je gagne très bien ma vie. Donc, c'est pas une question d'argent. C'est une question, voilà, ça peut être con. Moi, j'achète tout de seconde main. Tout. Et d'un autre côté, je prends l'avion, je ne sais pas combien de fois par an. Donc, on a tous nos espèces de grosses contradictions. Alors, sur l'écologie en général, c'est là qu'on le voit le mieux. Mais en fait, on en a plein de ces contradictions. Et comme tu dis, je pense que quand on se sort de cette espèce de personnage et qu'on revient, moi j'appelle ça l'audace de vivre sa vérité. Eh bien déjà, souvent, moi je le vois depuis 13 ans, il n'y a pas des ambitions
les gens, ils ont peur que s'ils cherchent leur vérité, ils veuillent faire quelque chose d'immense et que du coup, ce soit écrasant. Mm. Mais il y a aussi plein d'ambitions extrêmement subtiles qui sont, par exemple, j'en parlais avec une cliente cette semaine, d'être maman. Oui. Mais dans notre société, c'est pas un truc qui est valorisé, hein. Mm. Et du coup, en 2026, se dire, mon objectif de vie, c'est d'être maman, ça a autant d'ambition qu'une nénette qui voudrait faire 3 millions, tu vois? Oh oui. Tu vois? Et là, quand on est dans ces champs, et j'adore ce que tu dis avec tes mots à toi, parce que moi, je le dis avec d'autres, mais c'est se dire, en fait, est-ce qu'on pourrait s'occuper de notre derrière, quoi, tu vois? Et juste faire ça. Et moi, souvent, les gens, ils arrivent chez moi et me disent, Laetitia, on m'a dit que dans mon entreprise, il fallait que j'ai une vision, que j'ai une mission, que j'ai... Toi, tu réussis si bien, c'était quoi ton truc? Alors là, je leur dis, alors là, vous allez être méga déçus, quoi. Là, vous allez être déçus. Moi, quand j'ai créé mon entreprise, je voulais qu'on me fasse pas chier. C'est ça. Non, mais je voulais pas d'horaire et pas de lieu fixe. Mais il y a 13 ans, on n'avait pas eu le Covid, le machin, etc. C'était pas un truc normal, hein. Ah oui. Et quand tu veux pas de contrainte de temps, pas de contrainte de lieu, moi, j'avais pas pour but de révolutionner le monde, de faire que l'amour se diffuse aux quatre coins de la planète ou que les femmes deviennent... Pas du tout. Tiens. Et en fait, c'est aussi se dire, bah, c'est peut-être petit, c'est peut-être bof, c'est peut-être mou, c'est peut-être rien, mais en fait, c'est moi. C'est ça. Et ça, c'est suffisant parce que du coup, comme tu dis, on peut laisser la place à l'autre d'exprimer son petit truc, son gros truc, son moyen truc, et aussi de rire de soi, tu vois. Et se dire, en fait, là, tu vois, moi, hier, j'en parlais avec un ami, je lui dis, est-ce que tu pourrais m'aider? J'aimerais bien passer tu sais, le jalon de 1 million d'euros en vente. Et pendant que je lui écrivais ça, je lui disais, non, mais c'est complètement vaniteux, tu vois, comme truc. Ça me sert à rien. Ça sert à rien. Tu vois, c'est inutile, mais juste, ça me ferait plaisir. Ouais. Et en fait, c'est suffisant parce qu'en fait, quand tu t'achètes un sac à main, t'en as pas besoin, hein. Tu peux mettre les trucs dans ton manteau, ça suffit. T'as pas besoin d'une nouvelle paire de chaussures. T'as pas besoin de faire 1 million d'euros. Et c'est se dire, en fait, je me connais suffisamment bien. Je sais que mon truc à moi, c'est pas de rendez-vous, pas d'agenda, liberté de temps, liberté de lieu, etc. Et je peux rire de moi sur les coussins Hermès, sur acheter de seconde main et avoir envie de passer 1 million d'euros en vente. Parce qu'en fait, l'axe, le vrai, il est là. Ouais. Il est stable, il est ancré. Et du coup, ça peut nous permettre, comme un arbre, de dire, attends, je vais un peu là, je vais un peu là, parce qu'on sait où revenir. Là, hop. Et je pense que le gros défaut qu'on a aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est de parler de ce putain d'alignement. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Parce que alignement, ça voudrait dire qu'on est une ligne. Ouais, Mais, carrément. mais dans la nature, il n'y a rien en ligne. Tout est courbe. Et, parce que la nature impose la vie. Et du coup, on n'a pas besoin, il n'y a pas besoin d'être aligné. C'est pas nécessaire, c'est pas. Mais il y a besoin, je pense, de soit trouver un axe, soit trouver son ancrage, soit trouver sa vérité. Chacun va le formuler, mais on n'est pas une ligne. Il n'y a pas d'équilibre. C'est harmonieux, mais c'est pas équilibré, le truc. Et du coup, moi, je vois beaucoup de gens aussi qui se perdent dans des phases bleues, là, à chercher de l'alignement. On va le dire tout de suite, ça n'existe pas. Alors, ça peut être un sentiment de se sentir synchronisé avec soi-même. Voilà, c'est-à-dire que l'image et le corps font tac, et ça s'appelle de la synchronisation. Et
Mais arrêtons de chercher à s'aligner, hein, parce que c'est un mensonge d'État, ce truc. Exactement. Et c'est marrant, tu vois, on reste sur les couleurs. J'aime bien ces métaphores-là. Souvent, je dis à mes coachés, si en fait, tu as toute une palette de couleurs incroyables et tu refuses d'utiliser le marron et le noir. Mais tu vois pas tout ce que tu perds? Les ombres, les dégradés, mais tout ça, tu les mets pas dans ta vie, en fait. Alors, tu as décidé que tu étais quelqu'un de gentil, c'est génial, hein, et les gens t'aiment parce que tu es gentil. Sauf que du coup, tu te refuses d'utiliser l'égoïsme, tu te refuses d'utiliser, l'agressivité, mais c'est des choses dont tu as besoin dans ta palette, en fait. Tant que tu t'autorises pas aussi ces couleurs-là, bah ouais, tu vas rester prisonnier de toi-même, en fait. Et ça, c'est important, tu vois, de le dire, parce que les couleurs, elles teintent aussi, tu vois, ces espèces de narratifs. Et ça, je pense que, tu vois, moi, en ce moment, moi, j'ai beaucoup nourri depuis 30 ans. Donc, c'est pas rien, tu vois. J'ai beaucoup nourri l'indépendance. Mmh. Je veux être indépendante. Moi, je suis indépendante. Donc, je suis une femme indépendante. Voilà. Et forte aussi, mais surtout indépendante. Et du coup, je dépends de personne. Voilà. Et je me souviens quand j'ai créé mon entreprise, mon conjoint m'a dit, écoute, de toute façon, il n'y a pas de sujet, on n'avait pas d'enfant. Moi, j'ai mon salaire. Si ça ne marche pas, je suis là. Ah oui, mais en fait, si je dépends de toi, on ne verra pas si l'entreprise est réellement, tu vois, non seulement elle rentable et si elle peut me payer. Donc, je vais faire comme s'il n'y avait pas ton salaire. Mmh. Donc, j'ai joué comme tu jouerais au Monopoly, tu vois. J'ai joué au jeu. Il n'avait pas de salaire, mais il en avait un, tu vois. Évidemment, là, je te le dis, mais je m'en apercevais pas quand je le faisais. Donc, je jouais à ce jeu-là. Et donc, parce que ça nourrissait le narratif de la femme indépendante. Ouais. Tu vois? Et ça pendant des années. Alors, avec le papa de ma fille, on en rigole parce que des fois, tu vois, quand j'arrive pas à ouvrir un pot de confiture, je lui demande et puis il ouvre, il me dit, je sais que tu es une femme indépendante, hein, mais je vais t'aider, tu vois? Et du coup, alors, moi, je suis toute petite, donc il y a plein de choses en hauteur, j'arrive pas à les prendre. Et du coup, souvent, il me dit, tu veux que je t'aide même si tu es une femme indépendante? Et tu vois, et il y a ce narratif aussi qu'on nourrit dans ce qu'on raconte de nous aux autres. Ouais, ouais. Alors là, moi, sur les réseaux sociaux, tu vois, il y a des gens qui décuplent leur audience en racontant toujours la même chose. Et je me dis, putain, mais comme c'est dangereux pour eux, Oui. eux-mêmes, parce que du coup, ils nourrissent un personnage, ils nourrissent une histoire qui est dépassée, mais qui continue à nourrir pour avoir de l'audience, mais qui, quelque part, ancre. Ta, 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 ta. Et du coup, on se définit par quelque chose. Et moi, aujourd'hui, quand je te parle d'aujourd'hui, là, c'est vraiment en ce moment, je suis en train de me dire, est-ce que c'est toujours ce que je veux? Mmh. Est-ce que je l'ai voulu au départ, en fait, déjà? Et comme tu disais, où est-ce que c'était l'envers, l'autre côté, tu vois, de la pièce, d'une peur? Et du coup, en fait, j'ai fait ça, mais j'ai fait ça en réponse à un truc qui était déjà pas très clean, tu vois. Ça sentait un peu mauvais le truc, tu vois. Et du coup, bah, ça peut être, bah non, en fait, non, non, je l'ai choisi, c'était en conscience, voilà. Mais ça peut être aussi, putain, attends, je fais ça depuis 30 ans. Je te parle pas de 2 semaines, tu vois. Et me dire, en fait, bah non. Bah non, en fait, non, j'ai plus envie de ça. Et au contraire, maintenant, j'ai envie de dépendre. Alors, tu n'as pas besoin de passer de super femme indépendante et forte à demain matin, je me marie avec un mec riche dont je dépends, je ne peux plus rien faire sans lui. Non, mais tu vois, hein, il n'y a pas besoin de passer, comme tu disais, dans la palette de couleurs du noir au blanc. Mais c'est un peu de se dire, comme ton fils qui fait un peu de dark et de musique, tiens, je vais aller picorer d'autres couleurs pour voir ce que ça donne et me dire, bah non, j'aime pas en fait. Non, Mmh mh. non, non, non. En fait, non, je préfère revenir à ma couleur d'origine et c'est OK, mais ne pas s'enfermer dans ça. Et pourtant, moi, je suis une femme indépendante. Je ne dépends de personne, personne du tout, avec les avantages et les inconvénients de ce processus-là. J'en ai fait un espèce d'étendard
Et à la fois, il me semble que là, dans l'exemple, l'idée, c'est ne pas confondre le personnage qu'on a créé Oh oui. avec qui on est en vrai. Ouais. Ouais, Et ça veut dire, attends, du coup, qu'est-ce que je me raconte de moi? c'est ça. Et on s'en fout, en fait. Et moi, je suis en train de le déconstruire ça, mais t'as pas besoin de 10 ans. Et ce qui demande d'être fait, c'est que du coup, dans toutes les décisions, moi, je vote pas politiquement du tout, parce que je pense que je vote bien mieux que ça. Je crois que je vote pour ce qui est vrai tous les jours, avec Mm. ma vision de ma vérité. Et du coup, tous les jours, je vote. Tous les jours. Dans chaque action, je me dis, est-ce que ça nourrit qui je suis profondément? Ou est-ce que ça nourrit la société, la matrice, l'égrégore, ce que je crois que je suis, ce que les autres voudraient bien que je sois? Et du coup, je vote, mais tous les jours. Et en fait, du coup, ça se déconstruit assez facilement, ce truc. C'est en votant tous les jours et en se disant, ben, est-ce que ça va dans la direction où je suis censée aller? Ben, non. Mm, Donc, voilà. Et parfois, c'est sur des petites choses. Manger différemment, s'éclairer différemment, consommer différemment. Voilà. Et puis des fois, c'est sur des grandes choses parce que ça remet en question notre travail, alors qu'on l'a créé nous-mêmes avec nos petits bras musclés. Ça remet en question une carrière, une famille, un couple, des relations amicales, vivre dans un certain pays. Euh, et à la fois, c'est la vie, quoi. c'est ça. Parce que sinon, ce serait l'enfer, on se ferait chier comme des rats, quoi. Disons-le. Et ça passe par ce processus aussi d'apprendre à aimer justement l'inverse de cette narrative, de ce qu'on se raconte sur soi, d'apprendre à aimer ce qu'on pouvait juger comme pas très reluisant ou pas très clean. Et tu vois ce que tu disais tout à l'heure, voilà, tu peux être sur les réseaux et puis tu vas avoir envie de montrer quelque chose de toi, donc tu vas toujours embrasser cette même narrative aux yeux des autres. Mais effectivement, c'est dangereux parce que le jour où tu montres une autre part de toi, le jour où tu montres que tu es un être humain aussi, finalement, comme tout le monde, eh ben, ça peut vraiment te revenir dans la figure. En fait, tu peux Mm. vraiment te retrouver avec un retournement contre toi et ça peut être douloureux. C'est ça. Et puis, tu vois, pour moi, sur cette visibilité-là, il y a deux choses. C'est-à-dire que si on fait du contenu parce que ce contenu-là marche, en fait, il y a une partie de notre identité supposée qui est validée en permanence. C'est ça. Mais du coup, on n'en sort jamais, Ouais. puisqu'on est auto-validé là-dedans. Ouais. Et ça, c'est aussi un chemin, parce que moi, je dis que je ne suis pas croyante au sens religieux du terme, mais je bénis la vie de faire que je sois entrepreneur. Parce que pour moi, l'entrepreneuriat, ce n'est pas du tout un métier. Déjà, c'est un style de vie, comme de nombreuses professions, mais c'est un vrai style de vie, c'est une façon d'être au monde, mais c'est un putain de pèlerinage spirituel. C'est que juste, tu ne peux pas te cacher. Tu peux essayer, mais ça ne peut pas marcher. Alors, ça ne peut pas marcher financièrement, si. Il y a des gens qui font des trucs absurdes et qui marchent. Mais ça ne Ouais. peut pas marcher dans le respect. Parce que tu te prends dans la tronche tous les jours ce que tu crois, ce que tu penses vrai, ce qui est faux, ce que tu avais imaginé. Et même ce que tu n'imagines pas, ça vient, tu vois, c'est royal. Et ce pèlerinage-là, mais jamais moi, me connaissant, j'aurais pu le vivre au travers d'autres choses. Mm. Et moi, ça m'a apporté de me dire, c'est pas parce que ça fait de l'audience que c'est ce que je veux. Et dans ton exemple de la gentillesse, moi je le parle dans le sens de l'entreprise, mais en fait ça marche dans tous les domaines parce que c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on a validé que toi, tu étais une épouse super sympa, hyper généreuse. Quand on vient chez toi, on est toujours accueilli, sans mot dire, on peut arriver à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Mais du coup, si je fais plus comme ça, Mm. si, ben, du coup, je suis qui? Et alors là, on donne un exemple par rapport à une situation familiale ou en tout cas sociale, mais ça marche avec le domaine professionnel. Moi, combien de clients j'ai qui ont fait des études, 8, 10 ans d'études, voilà,
qui sont devenus médecins, qui sont devenus avocats, qui sont devenus ingénieurs, qui ont bossé parce que tu vas au bout, C'est jusqu'à la ça. mort, tu vois, voilà. Et surtout parce que tu as fait des études de langue, tu vois, et tu te dis, bon, et alors souvent on a cette discussion, c'est genre, bon, non seulement tu t'es planté, tu vois, pendant 10 ans, mais tu continues 10 ans de plus, tu vois, tu vois, pour rentabiliser la plantation du départ, tu vois. Non, mais L'expérience. tu vois, et le fait de se dire, en fait, qu'est-ce qui me paraît vrai pour moi, là? Et ça, voter pour ça, parce que je crois vraiment que si on sait qu'il y a quelque chose de vrai, si on nous l'a donné à nous, c'est un peu comme si on t'avait donné une mission dans la vie, on t'avait dit, vas-y, toi, tu seras en charge de faire ça. Et souvent, pour pas dire tout le temps, c'est contradictoire avec la famille dans laquelle on a choisi de grandir soi-même. Et alors ça, c'est délicieux, parce que forcément, tu vois, là, moi, on rigole bien parce que j'ai ma voiture et qui démarre pas bien. Alors moi, j'aime pas du tout les voitures, j'y connais rien. Tant que ça roule, ça me va très bien. Et là, j'apprends les prix des voitures. Je dis, mais t'es malade? Non, mais jamais de ma vie, je vais mettre cet argent. En plus, moi, je me déplace pas pour travailler, je me déplace pour rien, pour aller à l'école de temps en temps, tu vois. Je dois faire 20 kilomètres par semaine. Je dis, mais t'es malade, je vais pas mettre 30 000 euros dans une voiture. C'est démentiel. Et puis, du coup, je regarde les voitures vu que j'y connais rien. Et puis, là, je tombe sur des Porsche. Je me dis, ah, c'est canon une Porsche quand même. Mais j'y connais rien en voiture. Je ne sais pas, tu vois, j'y connais rien. Je me dis, ah, c'est beau. Et donc, mon père, j'ai 40 ans, mais il s'occupe toujours de m'acheter des voitures. Et donc, je lui dis, tiens, j'aime bien ça. Et il me répond, qu'est-ce que tu vas foutre avec une Porsche? Mais c'est vrai, je fais 20 km par semaine. Qui a besoin d'une Porsche? Et en fait, c'est ce côté de se dire, en tout cas, moi, j'y connais rien en voiture. C'est un exemple, évidemment. Mais ça me fait un truc. Et l'autre, ce sera, j'y connais rien en peinture, mais ça me fait un truc. J'y connais rien en animaux, mais quand je suis au contact de chevaux, je sens un truc. Et du coup, c'est se dire, arrêtons. Alors là, je donne des exemples qui tirent parce que j'ai dit juste avant que je l'achetais toute seconde main et tout d'un coup, il y a la Porsche qui arrive dans la discussion. C'est Normal. tu vois, c'est des trucs qui ne vont pas ensemble. Et, Paradoxe. et c'est là pour moi que ça se joue, tu Ouais. vois, parce qu'on se désidentifie du personnage et on se dit en fait, si je suis pleinement honnête, moi j'ai un client qui me dit tout le temps, non mais si j'étais vraiment libre, hein, et chaque fois je lui réponds, bah, ça va que tu le sois pas. Et, et on a cette chance, tu vois, de vivre dans des pays plutôt libres, surtout en tant que femme. Donc, putain, la responsabilité qu'on a. Tu vois, nous, on a été vivre en Inde. Quand les femmes te racontent leur vie, non mais tu t'es obligé de pleurer sur la place de la femme dans le monde. Donc, nous, on est là en France, en Europe, à se dire gna, 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 gna. Non, mais non, en fait, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Parce qu'il y en a qui n'ont pas le choix. Et moi, quand j'entends tous ces gens, en plus sur les réseaux, là, c'est à la mode, non, mais moi, je veux tout, je veux pas choisir. Mais si, putain, c'est là, c'est le choix, le vrai choix de vérité, pas d'image de soi, pas de validation extérieure, pas de validation de ce que tu t'es dit que tu étais, mais que tu n'es pas du tout, c'est juste que ça t'arrangeait bien, parce que voilà. C'est là que ta liberté s'active. Et ça, tu le vois parce que quand tu fais ces décisions-là, cette flamme-là, ça fait. Et ça a une gueule de Porsche, ça a une gueule de n'importe quoi. Nous, tu vois, on est arrivé à Ibiza, on vivait dans un appartement luxueux. On en est parti parce que je ne comprenais pas l'intérêt de cet endroit. Et on a divisé notre lieu de vie par deux. C'est tout petit. On a une chambre et demie. Donc, et c'est arrivé à se dire, en fait, dans toute chose, on affine, on affine, on affine. Mais ça nécessite de le faire dans la matière, pas dans la tête. C'est pas sur son petit cahier en écrivant des lignes. Alors, ça peut être un départ. Mais après, il faut aller voir dehors ce que ça donne. Et nos choix, les votes qu'on fait pour nous, c'est que comme ça qu'on exprime notre liberté. Ouais.
Se Et, connaître, savoir ce qu'on aime. Ah, mince. Pardon. et ouais, et pour moi, c'est, je dis tout le temps avec cette expression parce que j'en ai pas trouvé une meilleure, mais pour moi, la différence entre la haute couture et la couture, c'est le millimètre. Mm. Parce que quand tu vas dans une chaîne de vêtements, tu vas chez Promode, tu vas t'acheter un truc comme ça, voilà, ok, c'est très joli, c'est parfait, voilà, 36, 38, 40, 54, tu prends ta taille, ça va, des fois ça va pas, mais tu l'achètes, voilà. Par contre, tu vas faire la même chose et tu te le fais faire sur mesure et il va pas y avoir 1 centimètre de décalage, hein. C'est le millimètre. Mm. Parce que ça va faire ton épaule, machin, ta bretelle de soutien-gorge qui va pas se voir. Enfin, tout est au millimètre partout. Et du coup, c'est de la dentelle, c'est très fin. Et ces ajustements, ils se font au millimètre. Et c'est là que ça te tombe juste. Et c'est pour ça que moi, je ne comprends pas l'alignement. Moi, je cherche à ce que ce soit juste, pas aligné. Juste. Et dans un vêtement, quand on passe un vêtement qui nous va parfaitement, quand les femmes qui ont la chance de se marier, d'avoir une robe sur mesure, forcément, c'est juste. Boum, c'est juste. Et je pense que c'est vers ça qu'on est censé aller. Je pense que le seul but de la vie est là. Et du coup, si chacun passait l'entièreté de sa vie à honorer ce qui est juste pour lui ou pour elle, maintenant, pas demain, pas hier, pas... Non, mais ça change tout. Ouais. Parce qu'en fait, on serait au quotidien en train d'avoir des discussions sur quel est ton juste, quel est mon juste, quel est le juste de l'autre. Et la vie est simple du coup. Mm. Ouais. Faire de nous de la haute couture, des couturiers haut de gamme. Ouais, et ben ouais, parce que du coup, oui, il y a un truc qui peut aller à l'un et quand on arrive comme ça à remettre en question ce qu'on croyait immuable, mais par définition, c'est difficile puisqu'on le voit comme immuable. Euh, c'est aussi se dire comment je fais pour honorer tout le monde. Tu vois, moi, en instruction en famille, je me souviens qu'une année, j'avais vraiment envie de travailler le matin. Jusque-là, j'avais travaillé le soir. Donc, on avait la journée d'instruction, d'éducation, enfin, la vie, quoi. Voilà, la vie. Et quand le papa de ma fille rentrait, ben, il prenait le relais et moi, je travaillais. Donc, je travaillais de 18h30 jusqu'à minuit. Bah, après, moi, j'adore créer, donc je crée mes trucs. J'adore être seule, voilà. Et puis une année, j'ai eu très envie de travailler le matin. Voilà. Et les enfants qui savent très bien ce qui est juste pour eux. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas leur enlever, parce que c'est des super coachs. Regardons vivre nos enfants, tout est là, quoi. Et je me souviens, je dis ça à ma fille, et puis qui me dit, ah ben c'est dommage, hein, maman, parce que moi aussi, hein, je suis plus efficace de travailler le matin. Sauf que le matin, elle avait besoin de moi pour travailler. Donc, c'était le truc de, ben, c'est comme pour toi, tu vois, parce que, voilà. Et là, j'étais comme, elle a raison, c'est vrai. Et d'un autre côté, je veux surtout pas rentrer dans le personnage de la mère qui se sacrifie, qui donne tout à ses enfants, parce qu'après, je sais qu'un jour, je vais le lui reprocher, tu vois, consciemment ou inconsciemment, de dire, ah oui, ben alors, si j'ai pas passé mes 1 million d'euros, c'est parce que j'ai pas travaillé le matin. Non, mais en vrai, tu vois, on va toujours s'arranger pour... Tu vois, Et je non, le sais, on le sait à un moment, on ne sait pas quand, c'est juste... tu vois. Et du coup, je me suis dit, OK, donc comment on pourrait faire pour que ce soit juste pour elle et pour moi? Alors, dans ce cas-là, je ne pouvais pas en parler avec elle parce que c'est moi le parent, donc c'était déjà à moi de lui faire des propositions. Et puis, je finis par lui dire, tu vas trop rigoler, je finis par lui dire, c'est important pour toi que je sois avec toi le matin au petit déjeuner? Moi, c'était un moment d'amour avec mon petit bébé qui se réveille à n'importe quelle heure parce qu'on est en instruction en famille, respect des rythmes biologiques de l'enfant, la totale, tu vois. Et là, elle me regarde et elle me dit, ah ben non, tant que moi j'ai mon petit déjeuner qui est prêt, je m'en fiche que tu sois là. Dommage. Voilà. Et du coup, j'ai dit, bah, en fait, c'est parfait. Donc, je me levais tôt le matin.
Je lui préparais son petit-déj. Elle savait ce qu'il fallait faire pour ranger sa chambre, pour se préparer toute seule. Et on avait dit rendez-vous à 10h30, toutes les deux, et là, on se met à travailler. Et moi, je faisais ce qui était nécessaire que je fasse. Je savais jusqu'à 10h30, on avait un rendez-vous toutes les deux, qui, elle, l'a beaucoup aidé à l'autonomie, qui, elle, l'a beaucoup aidé à prendre son petit déjeuner, à débarrasser la table alors qu'elle était petite, à se préparer toute seule, à ranger sa chambre. Et en fait, du coup, quand on ne fait pas de compromis, tout le monde grandit beaucoup mieux. Et tout le monde s'autonomise beaucoup plus vite. Et souvent, elle me disait, oui, du coup, j'ai vite brossé mes dents. Et tu vois, on n'était pas aux 3 minutes. J'ai vite brossé mes dents, comme ça, après, j'ai pu jouer. C'est ça que je veux. C'est qu'elle aille voir, elle, son juste à elle. Et si son juste, c'était ça, c'est ça. Et tu vois, vraiment, c'est pour ça que je crois, et puis il y a beaucoup de phrases comme ça qui se disent, dans la vie, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Non, mais il faut bien. Non, mais tu sais, dans la vie, voilà. Oui, mais bon. Ah, quand t'es maman. What? Quand t'es maman, quoi? Tu vois? Et du coup, ça veut dire changer aussi toutes ces phrases qui participent à un espèce d'égrégore. Toutes ces histoires. Et puis, il faut se méfier parce que si, quand on va commencer à vouloir sortir de ces histoires, il y a des gens que ça fait paniquer et qui vont te faire peur et que ça va peut-être te faire revenir dans ces histoires. Donc, c'est vraiment toujours sur le fil. Et c'est soi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et c'est pour ça que je parle vraiment du millimètre. Parce que, voilà, et ça demande de réfléchir à ce qu'on dit avant de parler, ou bien ça nécessite de dire une phrase et de dire non, attends, je viens de dire ça, mais je crois que je crois pas à ça, en fait. Et moi, combien de fois je l'ai dit devant des enfants, en disant un truc, en disant, tu vois, j'ai pu dire, par exemple, il y a quelques années, je m'étais entendue dire, c'est super, d'autant que j'ai vu que ça t'avait demandé des efforts. Non mais quoi? Et je me souviens avoir entendu ça qui sort de moi et dire, c'est pas ça, c'est pas vrai ça. J'ai dit ça, mais je ne crois pas à ça. Eh bien, je crois que j'ai dit ça à ma fille hier. Tu vois, regarde, c'est pour ça, on en parle maintenant. Non, mais sur mon téléphone, il y a la preuve. Tu vois, et de se dire, en fait, alors c'est OK si on y croit. Il n'y a pas de souci, la phrase, en fait. Bien sûr. Tu vois, ça vérifie toujours. Mais si elle est. C'est aussi se dire, attends, là, j'ai pas été super à l'aise quand j'ai dit ça, du coup, attends. Et en fait, plus on s'entraîne, la vie, c'est un entraînement, hein, et puis on se dit, oh non, en fait, je t'ai dit ça, mais en fait, je suis plus d'accord avec moi-même. Non. Parce qu'on est vivant, c'est tout. Ouais. Ah ouais, non, mais le pommier, il fait pas des pommes en janvier. Tu vois, et il en fait en septembre, et on se dit pas, attends, il y a un problème. Il est bizarre. C'est pas toujours pareil, tu vois. Et voilà, et c'est respecter cette espèce de saisonnalité qu'on peut avoir. Et puis nous, en plus, quand on est, on est des femmes, on est connecté à une étoile qui a des milliers de kilomètres. On parle d'un truc qui est bien plus grand que la petite tâche là d'aujourd'hui, hyper matérielle qui n'a aucun sens en vrai. Tellement. Je sais qu'il y a ta puce qui t'attend, donc je te propose un dernier truc pour clôturer. J'ai écrit 12 mots sur plein de papier, notés de 1 à 12. Je te propose de me dire un chiffre entre 1 et 12. Je te lis le mot, puis tu me dis spontanément ce qui te vient. Eh ben, je te dirais le 11. Allez, le 11. J'adore. Plume de pan. Oh, plume de pan. Séville. Comment? Séville. Sévir. Séville, Oui. la ville. Séville, la ville, je te dirais. Ok. Tu veux que je te raconte? Ouais. Je suis andalouse d'origine et nous venons d'aller montrer Séville à notre fille pour qu'elle fasse le plein de culture. Il y a des pans, donc, quand on va visiter Séville. Et c'est vraiment
je crois, une vibration qui me ressemble. C'est-à-dire que quand j'ai été là-bas, c'est comme si j'avais un endroit qui vibrait comme moi. Et j'ai pas tout à fait compris ce qui s'est joué et j'y retourne là dans 3 semaines toute seule pour comprendre ce qui s'est passé. Voilà, donc Oh, plume de pan. yes, superbe. Ouais, c'est top, j'adore. Belle clôture. Je te remercie vraiment beaucoup, Laetitia. C'est moi qui te remercie, Claire, pour l'invitation. Merci d'avoir osé. Merci d'avoir fait comme ça te semblait. Parce que, en fait, quand on ose faire ce qui est juste, eh ben, tout se fait incroyablement facilement. Merci pour ton étincelle. Belle journée. Au Merci, toi aussi. revoir.